Gemmo Equity, donc c'est le fonds de Gemmo Assets, donc Jean-Michel, non pas du tout, Michel Audebon, pardon, directeur général de Gemmo Assets. Parlez-nous de ce fonds. Alors vous êtes spécialisé sur les marchés émergents, quand même pour préciser. Donc Gemmo Equity, quelle est sa spécificité? Alors, nous gérons un seul fonds, vous l'avez dit, sur les émergents. Sa spécificité, c'est tirer profit de l'enrichissement des populations émergentes. Notre sentiment, c'est qu'on voit depuis plusieurs années, pour encore de nombreuses années, un enrichissement des classes moyennes sur les marchés émergents, dans les populations émergentes. Le fonds est focalisé là-dessus. Gemmo Equity fait aujourd'hui un peu plus de 100 millions d'euros d'actifs. Il a été créé en juillet 2012. Il fait depuis le début de l'année 10,2% de performance, un petit peu mieux que son indice. Depuis la création, on fait quasiment 30% de performance, soit 10% de plus que l'indice. Petite question annexe, pourquoi un seul fonds chez Gemmo Assets? Parce qu'on veut être concentré, donc il y a 3 gérants. Bruno Vanier, responsable de la gestion, Nina Majtorovic et Elena Kocheleva travaillent avec lui. On veut vraiment se concentrer sur ce fonds, sur les 65 valeurs que l'on sélectionne. Cela veut dire que, étant basé à Paris, nous nous déplaçons beaucoup. Retenez que tous les mois, il y a un gérant qui part une semaine à 10 jours sur place. Nous étions en Inde le mois dernier, nous étions au Mexique ce mois-ci. Depuis hier, Elena est au Brésil, Bruno partira en Afrique du Sud début du mois prochain. Donc nous allons beaucoup sur place. L'an dernier, en 2014, on a vu 330 sociétés. Donc on souhaite faire une chose, bien la faire. Ce fonds est également maintenant très largement référencé sur à peu près toutes les plateformes. On veut vraiment concentrer nos efforts en termes de performance, en termes de développement sur un produit et bien le faire. Alors Gemmo Equity, vous avez cité un petit peu toutes les zones dans lesquelles vous allez, l'Inde, la Chine, les Mexique. Vous avez surtout une pondération plus importante sur l'Asie. Expliquez-nous un petit peu comment se fait cette allocation. Alors c'est récent, hein. On a été beaucoup moins pondéré sur l'Asie que nous le sommes aujourd'hui. C'est le plus haut historique que nous avons aujourd'hui, 67%. Deux pays principaux, la Chine 25%, et l'Inde quasiment aujourd'hui 20%, avec 2 approches très différentes. En Chine, nous pensons que nous sommes dans une phase de ralentissement de la croissance, donc croissance mais moins forte. 5,5-6% de croissance, moins que ce qui est affiché officiellement. Donc ça veut dire qu'on ne va pas être sur le cœur des indices, on ne va pas du tout être sur des banques qui affichent des taux de défaut de 1%, on pense plutôt que les taux de défaut nous sont vers 8-9%, et donc il va y avoir des recapitalisations importantes. On va être sur 2-3 thématiques. La première, c'est Internet. Internet en Chine est une évolution très importante. Vous le savez peut-être que Internet aujourd'hui, en fin 2014, en Chine a dépassé les États-Unis. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur Internet. En Chine notamment, on a vu l'introduction d'Alibaba. Voilà. Il se passe beaucoup de choses. Avant d'arriver sur les valeurs, j'aimerais qu'on parle d'abord du fond, de votre stratégie de gestion. Comment est-ce que vous allez sélectionner chaque valeur? Alors, mais écoutez, c'est très simple. On regarde d'abord si on a une gouvernance satisfaisante. Si elle n'est pas un minimum satisfaisante, on ne va pas regarder la société. Gazprom, par exemple, on va estimer que la gouvernance n'est pas satisfaisante. On ne va pas faire une descente de bilan sur Gazprom, ni rencontrer le management. Ça n'a pas de sens pour nous à partir du moment où on n'est pas du tout confiant sur la véracité des chiffres. Et donc, une fois que la gouvernance est satisfaisante, on va chercher des sociétés qui sont en bonne santé financière. Ceci dit, vous l'avez compris, on a une caractéristique par rapport à la thématique initiale, c'est d'être très surpondéré sur les belles valeurs de croissance. Enfin, en pratique, on met même un cap sur les valeurs cycliques. Il y a près de 60% des indices qui sont des valeurs cycliques. Nous, on n'en a jamais plus d'un tiers. Donc, sur ces belles valeurs de croissance, ce deuxième aspect, tenue de bilan, est en général assez facile à satisfaire. On a plutôt des sociétés qui sont peu endettées, voire même cash riches. On fait attention à ce qu'elles ne soient pas endettées en devises fortes. On le voit en ce moment, hein. Société endettée en dollars, c'est un petit peu compliqué. Là, encore une fois, c'est pas le cas du tout dans le portefeuille et même dans les sociétés qu'on regarde. Après, on va regarder les sociétés qui génèrent des cash flows, des free cash flows, hein, c'est-à-dire au-delà de leurs besoins d'investissement. Donc de la croissance et du cash. Et du cash. Et un bon management. Voilà, et puis après, on va regarder la valorisation. Donc, on est comme vous, hein, on préfère acheter pas cher que cher. Mais c'est vraiment le quatrième point. Une fois que les 3 premiers ont été satisfaits, il y a beaucoup de sociétés qu'on adorerait avoir en portefeuille, Alibaba, que l'on n'a pas parce que même après la baisse récente, on trouve que c'est un petit peu cher. On a annulé l'introduction, on l'a vendu. On préfère avoir du Tencent. C'est une société que l'on regarde. Le jour où Alibaba sera moins cher, on sera ravis de l'avoir en portefeuille. Alors, vous parlez du management. C'est vrai que dans certaines zones, ça peut paraître un peu compliqué d'avoir de l'information, d'avoir surtout une information qui soit fiable. On
pense notamment à la Chine ou à l'Inde. Il y a beaucoup de choses un peu marché de l'ombre. Hein. Donc, est-ce que c'est facile quand même en tant que gérant d'aller à la rencontre de ces managers et d'avoir une information qui soit solide? Alors, aller à la rencontre, on le fait depuis 25 ans. Hein. Bruno le fait depuis 25 ans. Il a été 7 ans en Asie, puis 16 ans chez Rothschild, où il était patron de la gestion action émergente, puis patron de gestion action. Donc, au bout de 25 ans, on commence à avoir 2-3 contacts de ci, de là avec les patrons des sociétés et autres. Donc, rencontrer les managements n'est pas un souci. Sur la partie véracité des chiffres, c'est très différent d'un pays à l'autre. Très clairement, pour nous, Hong Kong est la place qui a la meilleure gouvernance au monde. Donc la gouvernance de Hong Kong est bien meilleure que celle de New York, et Alibaba dont vous parliez tout à l'heure l'a montré encore une fois. Il est évident qu'au Nigeria, on ne peut pas avoir le même niveau de confiance sur la gouvernance. Donc ça veut dire qu'il faut savoir que dans certains pays, il faut être beaucoup plus prudent. On n'a pas une seule banque nigériane aujourd'hui en portefeuille, on n'est pas prêt d'en avoir. Mais il faut regarder, recouper, enfin c'est notre travail au quotidien. Est-ce qu'on a été très souvent surpris négativement par des chiffres? Ça arrive, mais c'est rare. En fait, finalement, on n'a pas... Les mauvaises surprises arrivent comme sur les marchés développés par des annonces qui n'étaient pas prévues d'activité de chiffre d'affaires. On peut avoir des mauvaises surprises de gouvernance. Et donc on va beaucoup plus faire attention à la gouvernance. Ça peut arriver en Asie, c'est arrivé, des conglomérats détenus ou des entités détenues par une famille avec un fondateur qui à un moment se met à confondre la société avec sa holding et qui fait passer des titres de l'un à l'autre à des prix complètement hors marché. Bon, ça évidemment c'est scandaleux et ça nous amène à vendre de suite la société. Donc plus de vigilance finalement sur la gouvernance que sur les chiffres en tant que tels, où quand on sait à peu près où on met les pieds, où on recoupe bien les chiffres, nous on arrive à avoir des choses assez fiables. Alors on va parler maintenant justement de vos convictions sur ce fonds GEM Equity et des secteurs, de la répartition par secteur et aussi donc des valeurs que vous avez en portefeuille. D'accord. Alors conviction, on disait Chine, Inde. Chine, j'en ai dit un mot. Inde, très clairement, c'est un peu une situation différente par rapport à la Chine, parce qu'opposé, nous pensons que l'Inde est en train de connaître une forte reprise d'activité. On était vers 5% de croissance, on prévoit un tout petit peu plus pour l'an prochain. Nous pensons qu'on peut aller vers 7,5, voire un tout petit peu plus, peut-être 8 dans les 3 prochaines années. Donc passer devant la Chine en termes de croissance et clairement devenir le moteur de l'Asie et de la zone émergente. Même si Narendra Modi, nouveau président, ne fait que la moitié de ce qu'on attend de lui, on pense qu'on va avoir un très bon marché en Inde. Donc on est très présent sur ce pays dans de nombreux secteurs. C'est typiquement ce que l'on aime dans un marché émergent, une activité qui repart violemment, un pays qui était un petit peu délaissé, alors qui a très bien performé l'an dernier bien sûr, mais qui part de niveaux très bas. Donc là on peut être sur des activités beaucoup plus cœur de portefeuille. Par exemple, notre premier titre aujourd'hui en portefeuille est Maruti Suzuki. Maruti Suzuki, c'est donc, comme son nom l'indique, une société qui est détenue majoritairement par Suzuki. C'est une valeur quelle nationalité? Indienne, en Inde. C'est le leader de l'automobile en Inde. 45%, enfin 42, tendance 47, disons 45% de part de marché en Inde, donc le leader. On a souvent parlé de Tata ici en Europe. Tata était très présent sur les motocycles et les camionnettes, mais sur les voitures, ils ont 4% de part de marché. La Tata Nano a été un échec en Inde. Donc le succès en Inde, ça s'appelle Maruti. Maruti, 45% de part de marché. Je disais, il y a 2,5 millions de véhicules d'automobiles qui se vendent en Inde tous les ans. Il s'en vend un peu plus de 20 millions en Chine. Pour une population à peu près équivalente et même plus jeune en Inde, notre sentiment, c'est que ce chiffre va doubler sous les 5 prochaines années. Donc on est sur ce cœur de portefeuille, on est sur de nombreuses sociétés, y compris dans la banque, qui est un secteur qu'on n'aime pas beaucoup en général. Mais on a HDFC, qui est un des leaders de la banque privée au sens capitalistique en Inde. On est sur Maxinia aussi, qui est un leader de l'assurance vie. De manière générale, et en Inde et en Chine, on est très présent dans l'assurance vie. Merci beaucoup Michel Audebon, directeur général de GEM Assets. On va passer tout de suite au débat de Direct Gestion.